Les héros de ce monde sont connus sous le nom de raiders, des individus qui chassent les créatures des ombres, pillent des trésors précieux et protègent les gens. C'est un travail dangereux, mais ils sont éternisés comme des héros et deviennent des cibles d'envie. Devenir un raider est un travail qui inspire les gens. Le cœur d'un raider bat plus fort quand il est sur le point de mourir. Notre histoire commence avec des personnes circulant tranquillement dans un espace public quand soudain ils entendent une dispute. Un garçon discute avec un homme car il se sent utilisé comme simple bouclier humain. Son nom est John et la cible de sa colère prétend qu'il a mal compris, ajoutant que John avait dit avoir besoin d'argent rapidement. John trouve étrange qu'on l'emmène faire un raid dans un donjon. L'homme se nomme Jinuma. Il travaille pour une agence de raiders et sert d'intermédiaire pour ceux n'appartenant pas à une guilde. C'est pourquoi John a été contacté par lui, sachant que ce serait son premier travail depuis longtemps. Mais après avoir entendu la demande, servir de bouclier humain en première ligne dans un donjon plein de morts-vivants, John réalise qu'on lui demande pratiquement de se sacrifier. Il demande si c'est vraiment le seul travail disponible, car même des raiders moins gradés que lui trouvent facilement du travail. Jin répond qu'il sait comment c'est. Même avec un rang correct, peu d'endroits font appel aux guerriers. John demande s'il est méprisé parce qu'il est un guerrier. Jin s'excuse pour cette dure vérité, mais admet qu'aujourd'hui, les mages volent la vedette, les guerriers progressent plus lentement, se blessent plus souvent et ne sont pas le premier choix des clients. Comparé aux mages qui chassent les monstres en sécurité depuis l'arrière, les guerriers en première ligne subissent plus de blessures. Sans parler que dans les batailles à grande échelle, les mages ont une nette supériorité. John le sait bien, les choses étaient différentes il y a 10 ans. Il n'y a plus de place pour un raider guerrier maintenant. Il conclut qu'il aurait dû choisir d'être mage. 11 ans plus tôt, au lycée, il avait obtenu un excellent score au test d'aptitude pour entrer dans une école spécialisée de raiders. Son affinité magique était alors de 97%. La meilleure mage actuelle n'avait que 92% à l'époque. On aurait dit que son talent n'était pas de ce monde. En revanche, John n'avait que 34% d'aptitude au combat. Pourtant, il a choisi le combat, pas pour une raison noble, simplement parce qu'à l'époque, les mages avaient la pire réputation, considérés comme de simples machines à buff incapables de vaincre un monstre de Baran sans combattant. Mais aujourd'hui, les combattants sont en déclin tandis que les mages sont idolâtrés. S'il avait choisi la magie, sa vie aurait pu être différente. Normalement, un raider atteint son apogée vers 20 ans. Inutile de regretter maintenant. Jinuma dit à John que ses opportunités sont rares. Il aurait pu donner cette chance à un autre mais est venu le voir en premier. John sait qu'il avait du talent, jalousé par ceux obligés de choisir la magie. Mais maintenant, il n'est qu'un guerrier de Randé. Sa vie a pris une mauvaise tournure. Alors John accepte la proposition. Il savait depuis le début qu'il n'avait pas le choix. Pour survivre, on ne peut pas être difficile sur les missions. Jin, surpris, dit qu'il a fait le bon choix et qu'il lui enverra le lieu par message pour 8 heures. John demande pourquoi si tôt, étant donné que Jin est occupé par le travail, mais ce dernier lui dit de ne pas s'inquiéter et de se concentrer sur sa mission, bien qu'il ait aussi quelque chose à faire là-bas le matin. Le lendemain, sur place, John est prêt mais ne voit pas Jin. Il pense que ce dernier aurait pu prévenir s'il ne venait pas, mais admet qu'un raider comme Jin, un mage de rang 1, aurait mieux à faire qu'avec un guerrier de Randé comme lui. Il ignore pourquoi un type comme Jin travaille dans une agence de raiders alors qu'il pourrait rejoindre n'importe quelle guilde. Perdu dans ses pensées, John s'entend traiter d'inutile par son propre subconscient. C'est alors qu'un certain Muno l'interpelle. On se revoit. John reconnaît ce raider. Muno explique qu'il a beaucoup de travail ces temps-ci. Ce genre de mission est dangereux mais bien payé. John acquiesce et Muno ajoute. Quoi qu'il en soit, Muno dit qu'ils doivent donner leur maximum et aller boire après. Le protagoniste trouve l'idée sympa, mais au fond, il est démoralisé, avouant manquer d'argent ces temps-ci. Muno, qui avait payé la dernière fois, le taquine. Gêné, John rougit. Muno, voyant sa réaction, propose de payer encore, mais ce sera la dernière fois. John se sent mal, pensant qu'il profite toujours de ses amis. En vérité, il trouve Muno naïf. Soudain, un homme annonce que tous doivent se rassembler à l'entrée de la donjon dans 30 minutes. L'ambiance est morose, y compris pour John et Muno. Ce dernier dit qu'il est temps de se préparer. John, sans envie, tue le temps sur son téléphone. Dans une donjon, les raiders doivent surveiller 2 choses. La première, une chance inattendue. Cette chance peut troubler l'esprit, baisser la garde face au danger. Incapables de réfléchir logiquement, les raiders sont testés. Est-ce vraiment de la chance ou une tragédie déguisée? Muno interrompt John, le charriant sur son addiction au téléphone avant une donjon. Une photo de sa copine. Peut-être. John nie,
mais regarde son écran, une photo avec sa mère, promettant de revenir sain et sauf. Puis, il se dirige vers la donjon. À l'intérieur, ils affrontent des zombies. Un chef hurle aux tanks de lever leurs boucliers et de tenir la ligne, même au prix de leur vie. Je pense que ce boulot est atroce. Pendant ce temps, les mages invoquent leur sort. Des éclats magiques surgissent, les tanks résistent, retenant les monstres tandis que les sorts les anéantissent. John observe les zombies tomber, mais son regard dérive vers la guilde Météore, une guilde de mages surnommée Étoile Montante. Leur présence le rassure. Avec eux, la mort semble loin. Après la bataille, Muno, déjà en train de boire, demande si la salle du boss est la dernière étape. Il plaisante, vieillir est dur. S'il avait su, il aurait moins joué enfant et grindé sans relâche. John rétorque qu'il est encore jeune et d'un niveau supérieur au sien. Muno demande si John a eu de bons drops, car cette donjon de rang moyen offre de bons items. John, incertain, vérifie son système. Quelque chose d'étrange attire son attention. Il murmure. « C'est quoi ça ?» Une douleur fulgurante lui vrille la tête. Que s'est-il passé? Il regarde l'écran. Le système signale une chute. Bizarre, c'est inédit. Un autre message indique une tentative de redémarrage échouée pour raisons inconnues. Perplexe, John voit une lueur et entend « Suis la lumière ». Effrayé par cette voix soudaine, il lit un nouvel avertissement. Une présence inconnue infiltre le système. Une tentative de réparation en mode sécurisé échoue. Méfiant, John se demande quelle est cette voix lui ordonnant de suivre la lumière. Muno, intrigué, lui demande de quoi il parle. John balbutie que ce n'est rien, croyant avoir entendu « Suis la lumière ». En regardant Muno, il ne voit qu'une lueur autour de lui. Déconcerté, il se demande quelle est cette lumière qu'il doit suivre. Muno remarque que John agit étrangement depuis tout à l'heure et lui demande s'il est malade. John insiste qu'il va bien, mais se questionne. Est-il le seul à voir cette lumière? Décidé, il dit à Muno qu'il s'absente une seconde, mais reviendra vite. Dans son esprit, il doute encore de ce qui se passe. John pénètre dans la caverne, suivant la lumière mystérieuse. Il tente d'ouvrir sa fenêtre de statue, mais le système est en panne, toujours hors service. Frustré, John persiste à vouloir accéder aux informations. Un message indique qu'une fonction est partiellement endommagée et que le système tente un redémarrage en mode sécurisé. Perplexe, John ne comprend pas. Éveillé depuis ses 10 ans, en 17 ans, le système n'a jamais planté et aucune fonction n'a jamais été endommagée. La voix entendue lui fait penser que tout est lié, la chute du système, l'intrusion d'une présence inconnue, la voix lui ordonnant de suivre la lumière. Le système R pourrait subir une transformation majeure. Ce système, lié aux dieux asgardiens comme Thor et Odin, est vu comme le dernier bastion d'espoir pour l'humanité, après qu'elle fut poussée au bord de l'extinction 20 ans plus tôt, lors de la calamité de 2001. Au milieu du Pacifique, un arbre géant, Yggdrasil, jaillit en une matinée, s'élevant au-delà des cieux en 90 jours. Certains y virent un signe d'extinction, d'autres une bénédiction. Son vrai nom, Yggdrasil, vient de la mythologie nordique. 9 jours après sa croissance complète, une tragédie frappa. Des monstres apparurent partout, tuant la moitié de l'humanité. La moitié des survivants succomba à la famine ou aux maladies. Au cœur du désespoir, un homme émergea, défiant le chaos et les créatures terrifiantes. Une lueur d'espoir naquit. Les monstres l'attaquèrent, mais il resta inébranlable. Premier éveillé, il usa de la magie contre eux. Un humain doté de l'autorité des dieux venait d'apparaître. Le nombre d'éveillés grandit, et parmi eux, les raideurs chassaient les monstres. Le système R est l'arme ultime des héros les plus puissants. Je pense qu'un changement majeur dans R serait difficile à envisager positivement. Il atteint enfin la source de la lumière, face à un portail étrange. Ignorant sa nature, j'en imagine un portail au trésor, s'enthousiasmant. Ces salles cachées, rarissimes dans les donjons de haut rang, contiennent des objets spéciaux ou des ingrédients précieux, valant parfois des milliers de dollars. John se dit qu'un item de classe A ou supérieur pourrait changer sa vie. Avant d'entrer, il prie tous les dieux pour un équipement de classe A minimum. Puis, il franchit le portail. L'intérieur est totalement différent, le laissant stupéfait. Un tel espace dans une donjon, les rumeurs télévisées n'étaient pas des légendes. Au centre du salon, un objet l'attire. Peu importe ce que c'est, ce doit être l'item tant désiré. En s'approchant,
Content, il tend la main. Le système annonce une restauration partielle de ses fonctions et l'acquisition d'un nouvel équipement. On lui propose d'évaluer l'item. John pense que tout progresse bien, le système revenant pile au bon moment. Il inspecte l'objet, œil perdu d'Odin. Une fois équipé, il permet de comprendre les runes et d'utiliser la magie pour désarmer ou détruire. Cet item est unique au monde. En vérifiant son statut, une douleur aiguë frappe son œil réel. Réalisant que c'est lié à l'item, John vérifie le système. Un message indique que la compétence « Dérivation universelle » est activée, lui permettant de comprendre une formule magique et de la détruire. Effet: maîtrise totale des runes, usage de magie puissante sans incantation ni pénalité. John sait que les items de rang S, les plus élevés aux enchères, atteignent des sommets. Cet item dépasserait facilement 10 millions de dollars. Les objets spécialisés en magie se vendent au prix fixé par le vendeur. Surtout, cet item est de rang mythique, unique au monde. John pense que sa souffrance est finie. Plus besoin de se soumettre aux guildes, ni de servir de bouclier dans les donjons. Sa vie misérable va changer. Il envisage de tester l'item, convaincu qu'il n'en trouvera jamais un autre pareil et qu'il devrait l'essayer avant de le vendre. Mais le système l'avertit, une fois utilisé, l'item sera lié à lui. Paniqué, John annule immédiatement, horrifié d'avoir failli gâcher un item mythique si durement acquis. Il n'a aucune raison de l'équiper. Sur le marché noir, il vaudrait des centaines de millions. Malgré ce trésor, John ne veut plus explorer les donjons. Après 20 ans, son niveau stagne, et l'item ne serait pas efficace sur lui. La panne du système est une complication inattendue, une anomalie sans précédent. Mais John est habitué aux imprévus. Dans un monde où les donjons sont réels, les raiders vivent souvent des situations soudaines, classées en deux types, chance ou tragédie. John se demande s'il devrait rebrousser chemin. Dehors, Muno rassure les autres, disant que John va revenir, qu'il vérifiait quelque chose. Il demande au chef d'attendre. John réapparaît, et le chef annonce une raid imminente. John s'excuse pour son retard. Le chef le réprimande, agir seul est risqué, et il espère que ça ne se reproduira pas. John promet que non. Muno, remarquant son air étrange, tente de le remonter, mais John, souriant, insiste qu'il va bien. Il ajoute qu'il paiera les vers ce soir, refusant de rester un parasite. Ils avancent vers l'objectif. Muno, perplexe face à ce changement, plaisante. John a-t-il mûri à 27 ans? John pense qu'il a évité les soupçons pour l'instant. Dans une donjon, rien n'est révélé au monde extérieur, un lieu sans loi. Annoncer un item précieux, c'est risquer la mort. Attendre la fin de la raid pour vendre l'item est plus sage. Pour l'heure, il doit éviter d'éveiller les soupçons. Le chef annonce que l'avant-garde est réunie et relance la raid. Soudain, une explosion retentit au-dessus d'eux, effrayant tout le monde, y compris John. Il court pour esquiver les pierres, se demandant ce qui vient de se passer. Déboussolé par cette détonation, il remarque une brume violette se répandre. Ce n'est pas anodin, un gaz toxique envahit l'espace. John sait qu'inhaler trop longtemps le tuera. Il conclut qu'il faut fuir immédiatement. Muno appelle son ami, criant qu'ils doivent sortir vite, car cette brume est dangereuse. John hurle que tous doivent évacuer, mais soudain, quelqu'un est blessé. En vérifiant, il découvre que Muno a été frappé par une épée. Terrifié par l'attaque surprise, John voit Muno s'effondrer. Choqué, il craint d'être le prochain et s'enfuit à toutes jambes, sans regarder en arrière. Le fracas de l'explosion et la brume toxique envahissant la donjon hantent ses pensées tandis qu'il court pour survivre. Il repère une sortie, mais se souvient de Muno et des autres, assassinés. Épuisé, il réalise que ce ne sont pas des monstres, mais un tueur à gages opérant dans les donjons. Nerveux, John envisage plusieurs hypothèses, mais se ressaisit. Il doit fuir pour ne pas mourir, surtout après avoir trouvé un item magique capable de transformer sa vie. Cette idée le fait frissonner. Soudain, une silhouette approche. John, sentant un danger, esquive une chaîne de feu lancée vers lui. L'agresseur, JN Humain, l'agent des raiders, se révèle. Il ricane, disant avoir prévenu de sa venue. John, abasourdi, lui demande s'il est derrière tout ça. Humain confirme avec un rire, avouant avoir orchestré la brume toxique et l'attaque contre la guilde Météore. Confus, John cherche à comprendre. Humain explique qu'un client l'a engagé et que beaucoup détestent Météore, accusé d'arrogance envers les autres guildes. Les assassins de donjon
profite des zones aveugles pour tuer. John s'inquiète, peut-il vaincre Humain, un mage de rang 1, génie parmi les 2% les plus doués du pays? Lui, simple rang D, n'est ni faible ni fort, juste moyen. N'étant pas de météore, mais un simple soutien, il pense qu'en restant discret, il survivra. Avec le système air hors service, fuir est incertain. Impuissant, il ressent une rage envers la mort de ses camarades, surtout Muno, mais il est démuni. Pour survivre, il décide de faire comme si de rien n'était. Dans un monde où Yggdrasil a grandi, les faibles sont méprisés. Humain, interrompant ses pensées, lance un nouvel assaut enflammé. John esquive, surpris d'être visé. Un instant plus lent, et il serait mort. Humain, avec un sourire sinistre, révèle que Météore n'était pas la seule cible. Il attaque encore, forçant John à reculer. Blessé, mais pas gravement, John sait qu'il doit fuir. Pourquoi lui, un simple rendez, est-il ciblé? A-t-il offensé quelqu'un de puissant? Il fouille ses souvenirs, sans réponse claire. Puis, une insulte de son passé ressurgit. Quelqu'un l'avait traité de bâtard, se moquant de son existence. Troublé, John demande si son père a commandité son meurtre. Humain, jusque-là amusé, se fige, choqué, avant d'éclater de rire, moquant l'intuition de John. Abattu, John replonge dans ses souvenirs douloureux. Une image de sa mère dans une morgue, 5 ans plus tôt, le hante. Il demande si, cet hiver-là, un contrat similaire avait été passé. Surpris, Humain, avec un sourire narquois, salue son flair, donnant une demi-réponse. Il ajoute, perplexe, que le père de John, après avoir fait tuer sa femme, a rejeté son fils. Froidement, Humain lance un nouvel assaut enflammé, mais John, tout aussi glacial, esquive le feu. Humain, choqué, demande à John s'il ne trouve pas ça stupéfiant. Il confirme les faits et fait ses adieux. Mais John reste immobile, cherchant ses derniers mots. Avant qu'il ne parle, une lumière jaillit du système. Un item s'active. Humain, moqueur, demande s'il a dit quelque chose, ôtant son capuce pour mieux entendre. Soudain, il sursaute, voyant une lumière intense autour de John. Quelle magie est-ce? Le sol sous John se fissure, mais il ne s'en rend pas compte, perdu dans ses pensées. Humain sent la menace s'intensifier. Perplexe face à cette anomalie. Voulant en finir, il déclare que leur jeu s'arrête ici et ordonne à John de mourir. Il lance son attaque la plus puissante, une chaîne de feu fond sur John. Immobile, John ouvre les yeux au dernier instant, stoppant l'assaut. Humain, abasourdi, n'en croit pas ses yeux. Le système annonce que elle, œil perdu d'Odin, est équipé, lié à John. L'item ne peut plus être vendu. Un message mentionne une carte blanche, utilisable. Furieux, Humain hurle, impossible. La magie de John s'est éveillée. John charge, menaçant de tuer Humain douloureusement. Le système indique que la compétence chaîne électrique est copiée, permettant à John de l'utiliser. Il invoque plusieurs chaînes contre Humain, qui panique. Comment? J'ai mis des années à maîtriser ça. Un guerrier de rang D ne devrait pas y parvenir si facilement. Humain doute qu'un sort si puissant suffise à le vaincre. John, incertain, répond qu'il va le découvrir. Il attaque. Humain esquive certaines chaînes, mais elles viennent de partout. John joue avec sa proie, l'obligeant à fuir. Humain contre-attaque avec ses propres chaînes, mais le système de John active la dérivation universelle, retournant l'attaque contre Humain. Paralysé de peur, ce dernier invoque un escudo. John réactive la dérivation, brisant le bouclier. Humain, incapable d'esquiver, est frappé de plein fouet. La bataille gagnée, John s'approche de l'ennemi à terre. Vivant, mais affaibli, Humain supplie pour sa vie. Sans un mot, John l'achève. Une sensation étrange l'envahit. C'est fini. Épuisé, il s'effondre près du corps, vidé de vigueur et de magie. Ayant obtenu un item mythique, il craint de mourir. La mort, qu'il a frôlé souvent comme raideur, lui semble glaciale. Le système annonce un nouveau système opérationnel téléchargé, proposant de l'activer pour remonter le temps au moment désiré. John comprend, une régression. Le système va-t-il me sauver? Incertain de ce qu'il attend en joie ou tristesse, il lance le système, n'ayant pas d'autre choix. Un message confirme l'activation du système. Norme. Des images floues apparaissent, dans une langue étrange. Des filles discutent, joyeuses, mais leurs paroles sont incompréhensibles. L'une tend la main à John. En la saisissant, le système annonce qu'il est désormais l'ennemi des tout-puissants Eri. Les compétences passives, observées par les dieux, et œil divin, sont acquises. Les dieux opposés à Yggdrasil l'observent. John se réveille dans un lit, encore sous le choc.
John observe son environnement, perplexe, sans saisir ce qui se passe. Le lieu lui semble familier. En examinant ses mains, rien d'anormal, mais son pouvoir d'un s'active. Le système annonce que la régression temporelle vers l'époque la plus désirée a réussi. John se demande s'il rêve. Ses souvenirs affluent. A-t-il vraiment voyagé dans le temps? Il conclut que non, ce doit être un rêve. Il revoit ses derniers instants avec sa mère, renforçant cette idée. Pourtant, à sa stupéfaction, elle entre dans la maison. John se précipite vers elle, l'enlaçant, pensant que si c'est un rêve, il ne veut jamais se réveiller. Plus tard, le système indique 15 novembre 2010. John est revenu avec succès à l'époque souhaitée. Les restrictions sur les activités non combattantes sont levées et son corps est restauré à 20%. John doute encore de la réalité, mais reconnaît sa chambre dans leur ancienne maison. Une mission secondaire, le repos, ami du succès, est créée. Le système le désigne comme un survivant miraculeux de la mort et lui demande de se reposer pour récupérer 80% de santé. John réfléchit. Il n'est pas mort dans son dernier combat, probablement grâce au nouveau système qui l'a ramené dans le passé. Habitué à l'apparition d'Yggdrasil et des monstres, il sait que s'adapter rapidement est crucial. Si le système est exact, il est 11 ans en arrière, en 3e année d'école primaire. Le système s'appelle désormais Nornir. Bien que ce retour semble onirique, John s'y fait peu à peu. En vérifiant son calendrier, il voit un rappel. Postuler à l'Académie Millie en classe de combat, coûte que coûte. Prenant une plume, il réécrit. C'est une chance précieuse, il ne répétera pas ses erreurs. Cette fois, il sera mage. À table, le goût de la nourriture le fait pleurer d'émotion. Sa mère, voyant cela, s'inquiète. D'ordinaire si calme. Pourquoi pleure-t-il? Elle demande si quelque chose le tracasse. John répond que non, juste un cauchemar. Ses souvenirs douloureux l'angoissent. Il veut lui confier quelque chose. Elle pense qu'il craint de postuler à Millie, consciente que devenir raideur est dangereux et compétitif. Si John hésite, elle envisagerait une école normale. Mais John annonce vouloir changer sa candidature pour devenir mage. Soulagée, sa mère se rappelle son obsession pour la classe guerrière. Connaissant sa réflexion, elle sait qu'il ne parle pas à la légère. Inquiète, elle le fixe et demande s'il ne décide pas sur un coup de tête. John assure que non, y pensant depuis longtemps. Elle approuve, il est libre, mais ne doit pas céder à l'appât du gain. Qu'il choisisse la magie ou autre, elle le soutiendra. Ému, John se retient de pleurer. Ce n'est pas le moment pour se venger de son père. Un raideur de rang 1, il doit devenir bien plus fort. Le système annonce la complétion de la mission de repos, offrant une carte blanche en récompense. John commence à s'entraîner sans tarder, conscient que la situation lui est favorable. Il ignore encore la nature exacte du système Nornir, mais il compte en tirer parti, fort de sa connaissance du futur. Il sait où trouver des trésors cachés et des ruines, sa mémoire servant de carte des donjons. Son problème, ses compétences. Hormis celles acquises lors de son dernier combat, il n'a que des aptitudes de guerrier. Pas étonnant, vu son choix initial de classe. Se demandant quoi faire, il vérifie son statut, son niveau et ses attributs sont revenus à ceux de l'époque. Pourquoi seules ses compétences passives persistent? Le système explique que, grâce à observées par les dieux, elles sont conservées, favorisant une croissance rapide sous la bénédiction divine. Cette compétence booste tous les attributs, ce qui surprend John. Plus crucial encore, l'attention des dieux opposés aux Eri. Il examine ses autres compétences. Le système affiche œil du Dieu absolu, qui perce les illusions pour révéler la vérité, et chaîne de foudre, qui peut paralyser l'ennemi. L'œil reste mystérieux, mais la chaîne est puissante. Côté attribut, la force est secondaire pour un mage, mais la dextérité est essentielle pour esquiver. La magie est cruciale, et la résistance, primordiale, elle réduit la fatigue lors d'actions répétitives. En la priorisant, John verra des progrès en montant de niveau. Sa première priorité est réglée, reste à choisir ses compétences. Ses attaques sont solides, mais apprendre des sorts de haut rang est impossible sans assez de mana. Un sort de soin lui manque. En 2010, les mages sont méprisés comparés aux guerriers, sauf les soigneurs, vénéré partout, utile même en médecine. John conclut qu'un sort de soin lui évitera le mépris. Problème, trouver un éveillé soigneur est rare. Son combat contre humains était inévitable, mais il devra bientôt utiliser ses cartes blanches efficacement. Ignorant combien le système en donnera,
Il doute d'obtenir un item bouleversant l'équilibre. Pas une option quelque part, se demande-t-il. Son téléphone sonne. Curieux, il découvre une notification de Kim Yoon-jun, son ami d'enfance. Voisins, ils étaient inséparables. Elle rêvait de rejoindre Millie avec lui, mais sa mort tragique dans ses bras le hante. Refoulant son malaise, John se jure de changer son destin. En lisant ses messages, il la retrouve telle qu'il s'en souvenait. La Sainte Yoon et sa magie du sacrifice, pense-t-il. Ragaillardi, il annonce qu'il arrive. Sa mère lui recommande de ne pas rentrer tard. Heureux de revoir Yoon, il se sent revivre. Ailleurs, le chauffeur de Yuzin détaille son emploi du temps, une conférence motivante en ville, puis une donjon de Rambé près de Sibuk, suivie d'une inspection à la base Wu, avant un départ pour la mai. Inquiet, il note que Yuzin est plus pâle qu'à l'accoutumée et demande si elle tiendra le coup. Yuzin répond qu'elle va bien, juste un peu fatiguée. Le chauffeur attribue cela à son rythme effréné des derniers mois, ajoutant que son sort de sacrifice consume sa force vitale. Il regrette l'absence d'un autre soigneur avec un sort équivalent pour la guérir. Yuzin coupe court, rappelant leur accord de ne pas en parler. Saji, inquiet, pense que si cela continue, elle s'effondrera. Surnommée la Sainte de Corée, Yuzin risque de s'écrouler. Pendant ce temps, Kim Yoon-jun emmène John se promener. Pressé, le tirant par la main. John plaisante, disant qu'elle l'a appelé par peur de se perdre. Elle rétorque que non et lui demande d'arrêter ses suppositions. John veut qu'elle lâche sa main, mais elle la serre plus fort. Il taquine. Comment une fille brillante en études et sports peut-elle toujours se perdre? Yoon-jun réplique que grâce à elle, John peut voir le discours de Yuzin. Il acquiesce, pensant que copier le sacrifice de la Sainte serait un atout majeur, renforçant son influence en Corée du Sud. Il s'assoit pour la conférence. Yoon-jun est enthousiaste, mais John est distrait. Des affiches vantent la Sainte, capable de sauver par sa magie de soins. Yuzin, curandera renommé mondialement, protégea les citoyens avant tous. Mais John doute de ses intentions. Yuzin monte sur scène, salue et se présente. John, seule à rester impassible, c'est qu'elle atteindra un état critique dans 2 mois lors d'une raid à Taïwan, à cause de son sort sacrifice. Il connaît le seul moyen de la sauver. Yoon-jun, exalté, crie son admiration. John la taquine. Elle va effrayer la Sainte. Dans son discours, Yuzin évoque un monde en crise depuis Yggdrasil. Des vies furent perdues, mais les éveillés et raideurs ont amélioré la situation. Pourtant, seuls 20% des éveillés deviennent raideurs, malgré l'augmentation des morts. Le monde oscille entre vie et mort. Yuzin appelle les éveillés à faire preuve de courage pour changer le monde, les exhortant à devenir raideurs. Sa guilde, Euma, les soutiendra. Elle conclut, acclamée. Yoon-jun loue son éloquence. John approuve. La plupart des éveillés évitent le front, comme lui avant sa régression, rêvant d'une vie sans combat. Yoon-jun voit Yuzin comme une héroïne, mais John doute qu'elle le veuille. Elle le gronde pour gâcher l'instant. John s'excuse, prétextant un rendez-vous, et s'apprête à partir. Yoon-jun, vexé, demande s'il va l'abandonner. Il rappelle qu'elle a nié se perdre. Furieuse, elle l'accuse de harcèlement. John rit, disant plaisanter, et annonce que sa mère arrive bientôt. Yoon-jun propose de rentrer ensemble, curieuse de son urgence. John révèle avoir changé pour la classe mage et demande son aide pour apprendre la théorie magique. Stupéfaite, elle accepte, mais s'étonne de ce choix et lui reproche d'en parler si tard. Elle le traite de sans cœur pour la laisser seule. Plus tard, John cherche quelqu'un. Il aperçoit un homme près d'une voiture, affichant un sourire satisfait. Yuzin répond qu'elle va bien, juste un peu fatiguée. Le chauffeur attribue cela à son rythme effréné des derniers mois, ajoutant que son sort de sacrifice consume sa force vitale. Il regrette l'absence d'un autre soigneur avec un sort équivalent pour la guérir. Yuzin coupe court, rappelant leur accord de ne pas en parler. Saji, inquiet, pense que si cela continue, elle s'effondrera. Surnommée la Sainte de Corée, Yuzin risque de s'écrouler. Pendant ce temps, Kim Yoon-jun emmène John se promener. Pressé, le tirant par la main. John plaisante, disant qu'elle l'a appelé par peur de se perdre. Elle rétorque que non et lui demande d'arrêter ses suppositions. John veut qu'elle lâche sa main, mais elle la serre plus fort. Il taquine. Comment une fille brillante en études et sports peut-elle toujours se perdre? Yoon-jun réplique que grâce à elle, John peut voir le discours de Yuzin. Il acquiesce, pensant que copier le sacrifice de la Sainte serait un atout majeur, renforçant son influence en Corée du Sud. Il s'assoit pour la conférence. Yoon-jun est enthousiaste, mais John est distrait. Des affiches vantent la Sainte, capable de sauver par sa magie de soins. Yuzin, curandera renommé mondialement,
protégea les citoyens avant tous. Mais John doute de ses intentions. Yuzan monte sur scène, salue et se présente. John, seule à rester impassible, c'est qu'elle atteindra un état critique dans 2 mois lors d'une raid à Taïwan à cause de son sort sacrifice. Il connaît le seul moyen de la sauver. Yoon-jun, exalté, crie son admiration. John la taquine. Elle va effrayer la sainte. Dans son discours, Yuza évoque un monde en crise depuis Yggdrasil. Des vies furent perdues, mais les éveillés et raiders ont amélioré la situation. Pourtant, seuls 20% des éveillés deviennent raiders, malgré l'augmentation des morts. Le monde oscille entre vie et mort. Yuza appelle les éveillés à faire preuve de courage pour changer le monde, les exhortant à devenir raiders. Sa guilde, Euma, les soutiendra. Elle conclut, acclamée. Yoon-jun loue son éloquence. John approuve. La plupart des éveillés évitent le front, comme lui avant sa régression, rêvant d'une vie sans combat. Yoon-jun voit Yuzan comme une héroïne, mais John doute qu'elle le veuille. Elle le gronde pour gâcher l'instant. John s'excuse, prétextant un rendez-vous, et s'apprête à partir. Yoon-jun, vexée, demande s'il va l'abandonner. Il rappelle qu'elle a nié se perdre. Furieuse, elle l'accuse de harcèlement. John rit, disant plaisanter, et annonce que sa mère arrive bientôt. Yoon-jun propose de rentrer ensemble, curieuse de son urgence. John révèle avoir changé pour la classe mage et demande son aide pour apprendre la théorie magique. Stupéfaite, elle accepte, mais s'étonne de ce choix et lui reproche d'en parler si tard. Elle le traite de sans cœur pour la laisser seule. Plus tard, John cherche quelqu'un. Il aperçoit un homme près d'une voiture, affichant un sourire satisfait. John acquiesce, avouant ses grands rêves, mais précisant qu'il lui faut argent et relations. Il espère l'aide de la guilde de Yuzan dans ces moments. Elle répond que s'il a le courage pour cela, il vaut l'investissement. Reconnaissant son talent, elle ajoute avoir ses propres intérêts et pose une condition. John note que, malgré une situation désespérée où il pourrait être son seul espoir, Yuzan reste calme. Peut-être grâce à son statut de maîtresse de guilde. Elle précise que sa maladie est personnelle, sans lien avec la guilde. Cependant, John veut l'appui de toute la guilde, pas seulement le sien. Elle sous-entend que ce n'est pas un échange équivalent et décidera après avoir entendu sa condition. John pense qu'elle a plus à perdre si elle n'est pas guérie et qu'elle ne proposerait rien d'absurde. Yuzan demande alors s'il a une guilde en vue. Déconcertée, John se demande si elle veut le recruter. Sérieuse, elle confirme, expliquant ses raisons. Premièrement, il a découvert son secret médical, une information confidentielle prouvant ses talents d'investigation. John sait cela grâce à sa régression, mais ne peut le révéler. Deuxièmement, il a parfaitement copié son sort unique, un exploit inédit. Elle ignore combien d'autres compétences il pourrait reproduire, les possibilités semblant infinies. Gêné, John demande s'il y a une troisième raison. Oui, la plus importante. Face à la maîtresse de la guilde Euma, il reste imperturbable. Un jeune s'y confiant l'intrigue. Cela suffit-il pour le recruter? Dans son passé, la guilde s'effondra après la crise de Yuzan pour des raisons obscures. Aujourd'hui, elle domine. Rejoindre Euma garantirait respect et traitement privilégié, idéal pour progresser. John objecte, un contrat avec un mineur est-il légal? Yuzan sourit, mentionnant les droits de négociation prioritaires, permettant à une guilde de sponsoriser des cadets non majeurs avec priorité à leur majorité. Une offre réservée aux génies. John, jadis rejeté par les guildes les plus modestes, n'imaginait pas en bénéficier. Yuzan trouve son côté enfantin attachant et promet d'envoyer le contrat chez lui, l'invitant à réfléchir. John insiste pour la guérir d'abord. C'est une opportunité, mais il peut décider plus tard. Priorité à la guérison. Pendant le processus, Sanji l'observe, méfiant, perplexe face à ce qu'il voit. Il se remémore les prouesses de John et ne doute plus de ses capacités. Pourtant, nombreux avant lui ont tenté de guérir Yuzan. Sa maladie, incurable même par les plus grands soigneurs, est d'une complexité rare, défiant toute tentative. Le système de John annonce l'activation de sacrifice. Une vague de magie curative parcourt son corps et Yuzan ressent immédiatement les effets. Sanji, stupéfait, observe ce qui semble un miracle. Il s'excuse pour son comportement passé, implorant John de veiller sur sa maîtresse. John le rassure, à sa place, il n'aurait pas cru en ses promesses. Sanji insiste pour se racheter plus tard. Le système informe John que la guérison est réussie et sa compétence, premier secours, passe au niveau 19. Après le soin, John demande à Yuzan de bouger. Elle se lève doucement,
marche vers la fenêtre et tend les mains vers des papillons, émue aux larmes. Ses symptômes ont disparu. Elle remercie John, mais s'inquiète d'éventuelles pénalités. John explique que, grâce à une carte blanche, il n'en subira pas. Taquin, il ajoute que si cela arrive, elle pourra le soigner. Yuzan promet de le faire, autant de fois que nécessaire. Elle lui donne sa carte, s'engageant à répondre à ses besoins et à considérer le contrat positivement. John prend la carte, mais mentionne une dernière requête avant de partir. Le lendemain, le véhicule de Yuzan s'arrête. Sanji ouvre la portière, et John, élégamment vêtu, descend. Il reconnaît une donjon de Ramba, propriété de la guilde Main. Conscient que l'Académie Melee réunit des génies compétitifs, il sait qu'il doit monter en niveau pour survivre. Sanji a préparé des objets de soins et outils simples pour l'expédition. Concernant l'équipement, il prête à John des items de la guilde. John choisit un bâton magique et remercie. Sanji le rassure. Bien que de Ramba, une donjon reste dangereuse seule. Pourquoi y aller seul? John répond vouloir juste gagner des niveaux. Sanji sort une pierre de téléportation, expliquant qu'en la brisant, John reviendra à l'entrée de la guilde. Il insiste pour qu'il la prenne, comme excuse pour sa rudesse et gratitude pour la guérison de Yuzan. John accepte, reconnaissant. Il sent une faible énergie magique typique d'une donjon de Baran et pense ne pas avoir de problème. Sanji répète de ne pas oublier la pierre en cas de danger. John entre et son système émet une alerte. Le décor change brutalement. Paniqué, John demande ce qui se passe. Le système Nornir annonce son téléportation vers une zone spécifique, la Terre des Morts, rang 1. Loin de là, Yuzan, dans son bureau, s'inquiète pour John. Il avait requis une donjon de Baran, seul. Même à ce niveau, compléter une donjon en solo est presque impossible pour un aspirant raider. Talentueux, John reste un diamant brut. Elle se demande pourquoi il a insisté pour y aller seul, intrigué par son plan. On frappe à sa porte. Park Anna se présente. Yuzan la fait entrer. Anna remet le dossier de John. Yuzan la remercie. Observer quelqu'un en personne est rare pour elle. Elle doit avoir vu ce qui rend John si spécial. Yuzan lit le dossier de John, notant qu'il est inscrit comme guerrier. Comment maîtrise-t-il la magie? Avec Anna, elle soupire, perplexe. Yuzan, intrigué, poursuit sa lecture. Elle interroge Anna. Tout est correct? Anna répond que, sauf erreur technique, les données sont justes, certaines étant impressionnantes. Yuzan appelle Sanji, lui demandant de transmettre à John qu'elle est disponible pour une rencontre dès sa sortie, voulant évaluer son talent en personne. Sanji, confus, acquiesce. Dans la donjon, John est téléporté par le système. Il chute d'une hauteur notable, ressentant une douleur à l'impact. Relevé, il découvre un cimetière enveloppé d'une brume étrange. En respirant, il tousse, mal à l'aise, se demandant ce qui se passe. Un mort-vivant armé, squelette arché, le vise. Une flèche frôle John, qui esquive de justesse. L'ennemi, tenace, prépare un nouvel assaut. John craint un poison paralysant, mais sa compétence sacrifice le protège. Des morts-vivants surgissent, une énergie sombre envahit l'espace. Inquiet, John affronte les assaillants à distance. Ses réflexes aiguisés lui permettent d'attraper une flèche. Ailleurs, Kim Yoon-jun, chez elle, fulmine contre John. Laissée seule une amie qui se perd facilement, impardonnable. Il l'a accompagnée à la conférence pour l'abandonner ensuite. Elle s'énerve, lui, qui déteste la foule, a soudain changé d'avis, puis a annoncé devenir mage, reniant des années d'entraînement acharné pour être guerrier. Ce revirement est inexplicable. Prudent, John hésite même 10 minutes pour choisir un plat. Cette décision impulsive ne lui ressemble pas. Furieuse, Yoon-jun lui envoie des messages incendiaires, exigeant des explications. Dans la donjon, John perçoit une présence menaçante. 4 squelettes soldats, menés par Drogé, approchent. Une équipe plus solide que beaucoup, ironise John, se demandant s'ils attendent qu'il gagne seul. Heureusement, il a son bâton magique, forgé par un artisan de main. Prêt à combattre, il sait que LM, l'un des 9 mondes nordiques, est régi par elle, fille de Loki, reine des morts. Les donjons naissent des 7 mondes, hors Midjar et Asgard, Niflheim, neige, Muspelheim, feu, Jotunheim, géant, Alfheim, elfe, Svartalfheim, elfe noir, Vanaheim, dieu Vanir. LM, au cœur glacé de Niflheim, est ardu pour un novice sans pouvoir divin. Affronter des morts revenus à la vie est terrifiant, mais pour John, c'est idéal pour tester ses nouvelles compétences. Sacrifice, un sort de soin, devient jugement de lumière contre les morts vivants, une attaque de zone dévastatrice. Face aux assauts constants des squelettes, John, protégé par son bâton, les vainc aisément, leurs attaques ne représentant qu'un faible danger. John mise sur une compétence quotidienne à large portée. Entraînant sa compétence,
il tue une apparition. Le système lui octroie des points d'expérience, mais cela ne suffit pas. Il attaque plus fort, ne laissant aucune chance à ses ennemis. Inexpérimenté en tant que mage, il s'appuie sur ses acquis, éliminant 2 apparitions pour 140 points d'expérience. Enthousiaste, il refuse de rater cette opportunité. Son niveau actuel est amplement suffisant. Il attaque une autre créature, plus résistante. Son bâton magique se brise après avoir vaincu le squelette. Sans armes, John réfléchit. Comment un mage combat-il? Jusqu'ici, il luttait en guerrier. Pas question de se reposer sur ses lauriers après avoir bêtement cassé son arme. Ce n'est pas la fin du monde, le résultat reste similaire. Il active Sacrifice. Une lumière céleste jaillit, détectant un mort-vivant. Sacrifice devient Jugement de lumière, tuant un Draugr pour 100 points d'expérience. Chaque ennemi abattu augmente son niveau. Après un repos, sa stamina revient. Je ne pensais cela ardu, mais sans ce gain de niveau, il serait en danger. Jugement de lumière, est-il de rang S? Copier une compétence via une carte blanche le suggère. Sans astuce de mage, il risque l'échec. Il réalise que c'est une donjon d'invocation. La guilde n'aurait pas négligé cela, le système Nornir est en cause. Après ces combats, il envisage la pierre de téléportation, mais une aura sombre l'envahit, le faisant frissonner. Une mana terrifiante approche. Nerveux, John suffoque, se demandant ce qui vient. Une chose est sûre, immobile, il mourra. Pour réagir, il se blesse la jambe, forçant son corps à bouger. Silencieux, il sent une présence. Une ombre surgit. Le système alerte, le boss, ombre de la nuit, apparaît. Son niveau dangereusement supérieur. Fuite recommandée. John tente d'ouvrir son inventaire discrètement, mais l'ombre l'attaque, l'envoyant valser. La pierre de téléportation tombe. Introuvable. Le système indique un HP critique. Un item de soin est urgent. Incapable de bouger, John voit l'ombre préparer un coup fatal. Résigné, il ferme les yeux, mais quelque chose cloche. L'ombre est figée. Une voix s'élève. Je ne peux permettre cela. Cet enfant est un invité spécial. Je l'ai amené ici. Une créature s'approche, observant John. Voici l'enfant destiné à être l'adversaire. John, affaibli, se demande qui elle est. A-t-elle paralysé l'ombre? La créature féminine déclare qu'il est destiné à tuer, mais le juge faible, malgré une mana prometteuse. Pourquoi Loki a-t-il choisi un enfant contre Yggdrasil? John, perdant du sang, craint de s'évanouir. Mourir ici ruinerait ses plans de vengeance et d'ascension comme mage. Il refuse que tout s'arrête. La créature, croisant son regard, apprécie sa détermination, mais le trouve trop frêle. Le ragnark est plus proche que tu ne penses, dit-elle. Astérisque astérisque français, même longueur, astérisque astérisque, deviens plus fort vite, ou je te tuerai moi-même dans l'enfer, déclare la créature. Confus, John écoute. Elle le juge crucial, lui offrant une chance de se renforcer. Elle l'invite à vaincre l'ombre devant lui dans 2 mois pour un cadeau spécial. Le temps presse. Le système alerte, mission principale, test de elle, avec la récompense promise. En s'éloignant, elle prévient. Sans progrès, elle le tuera. Elle lui souhaite succès. John se rappelle avoir accepté le système Nornir. Réveillé, étourdi, il n'est plus dans la donjon, mais dehors. Une douleur abdominale le tenaille. Son système, brouillé, mentionne la mission et elle, déesse de la mort régnant sur Alem. Il réalise avoir rencontré une divinité, qu'il a désignée comme adversaire, peut-être choisie par Loki. Le système confirme, il est désormais l'ennemi des puissants Eri. Pourquoi cette régression? Que veut-elle? Une seule certitude, il doit devenir plus fort, vite. Sans cela, elle le tuera. Vaincre une ombre de la nuit en 2 mois est ardu, mais un objectif clair. Son style de combat, inadapté pour un mage, et son manque de sorts basiques sont problématiques. Il décide de contacter Yuzin. Voyant les messages de Sinji, la maîtresse souhaite le voir pour discuter du contrat. John répond, enthousiaste, ajoutant une condition. Avec un sourire calculateur, il planifie. Le lendemain, à la guilde, Sinji l'accueille et l'escorte. John devine qu'ils ont vu son profil. 97% d'aptitude magique, un talent rare. Sa décision passée de devenir guerrier, malgré sa faiblesse, découlait de l'influence sociale glorifiant les guerriers et méprisant les mages. Cette pensée lui donne mal à la tête. Arrivé, il est surpris par l'accueil chaleureux de Yuzin. Souriante, elle demande son avis sur le contrat. John le trouve généreux, subside mensuel, item de rembé gratuit, partage avantageux des récompenses.
Un tel contrat est réservé au rang supérieur. Avant de signer, il propose une condition. Devinant qu'elle connaît son profil, il explique avoir changé pour mage récemment, manquant de maîtrise des sorts. Sa condition, que Yuzan, maîtresse de main, devienne son professeur de magie. Survivre comme raideur exige de jouer ses meilleures cartes au bon moment. Sanji, lors de leur première rencontre, avait vu en Jeon un potentiel unique. Yuzan, l'une des rares raideurs de rang et son monde, enseignait une idée extraordinaire. Jeon déclare que si Yuzan accepte sa condition, il signera le contrat de négociation prioritaire avec Euma. Intriguée, elle accepte, curieuse de ses capacités. Jeon se place sous sa tutelle. Yuzan, ravi, veut d'abord tester son talent et demande son accord. Jeon s'y attendait. La guilde cherche à évaluer ses compétences. Sanji, observant Yuzan, sent qu'elle veut s'assurer de sa préparation. Jeon, prêt à être testé, demande ce qu'il doit faire. D'un claquement de doigts, Yuzan invoque une magie enveloppant la pièce et fait apparaître un cube de mana. Impressionné, Jeon écoute Yuzan. Pour un talent digne d'un contrat prioritaire, c'est le minimum. Ce cube, utilisé par des mages de rang B pour mesurer leur sensibilité à la mana, est un défi. Seuls 7% des raideurs l'ont surmonté. Jeon doute de ses chances, pensant que Yuzan cherche à le décourager. Elle le détrompe, échouer n'annulera pas le contrat. Jeon, déterminé, sait qu'il ne peut ni reculer ni abandonner. Il doit progresser, même en cas d'échec. Yuzan ordonne à Sanji de préparer le test. Ce dernier s'inquiète, le cube est ardu, même pour des mages aguerris, et Jeon n'est qu'un enfant. Yuzan insiste, Jeon n'est pas ordinaire, ça vaut le coup d'essayer. Sanji obéit, configurant l'arène via le panneau de contrôle. Un portail s'ouvre dans le cube. Jeon, qui en avait entendu parler avant sa régression, trouve cela plus dangereux que prévu. Yuzan annonce le début, l'encourageant à donner son maximum. Motivé, Jeon franchit le portail. Sanji, inquiet, comprend l'intérêt de Yuzan, mais voit Jeon comme un enfant. Yuzan, confiante, sourit, elle, sent qu'il réussira. Sanji demande ce qui la rend si sûre. Elle élude, curieuse du temps qu'il mettra. À l'intérieur, Jeon se retrouve dans un espace aquatique, nageant dans un océan de mana. Il respire, mais craint la mana vicieuse, une maladie mortelle due à une surexposition. Inactif, il risque la mort. Trouver la sortie est prioritaire. Une seule porte mène dehors, cachée parmi des tourbillons de mana. En se concentrant pour détecter le bon flux, Jeon remarque une lueur au loin, un cristal. Sa puissance est écrasante, renforçant l'impression d'un océan de mana. Dehors, Sanji s'étonne que Yuzan parle de Jeon comme s'il surpassait le cube. Elle confirme son talent. Sanji, hésitant, demande combien de temps elle estime nécessaire. Yuzan révèle avoir mis 40 minutes, record national. Impressionné, Sanji sait que tout est possible. Yuzan croit en Jeon, mais Sanji doute, soit Jeon échoue, soit il battra un record. Yuzan, intrigué, sent que Jeon est spécial, mais doute qu'il sorte du cube. Soudain, des fissures apparaissent sur le cube. Sanji, stupéfait, observe les craquelures s'élargir. Perplexe, il vérifie son téléphone. Seulement 10 minutes se sont écoulées. Une fissure en si peu de temps, leur curiosité s'éveille. À l'intérieur, Jeon fixe le cristal. Sa mana, plus dense que l'environnement, suggère qu'il est le cœur du cube. Le détruire pourrait libérer Jeon. Il s'approche, le saisit et le brise d'une main. Le cube se fracture, et Jeon, satisfait, voit son plan fonctionner. Le système annonce l'acquisition de la compétence passive, essence d'application de mana. Dehors, Sanji et Yuzan, choqués, n'en reviennent pas. Seuls 7% des mages sortent du cube, en 3 heures en moyenne. Les rangs B prennent 2 heures, les A, 1 heure et demie, les S, 30 minutes à 1 heure. Le record mondial, détenu par Camilla, Union européenne, est de 36 minutes. Jeon l'a pulvérisé en 10 minutes, soit 26 minutes de moins. Sanji, ébahi, souligne ce record. Yuzan s'approche, demandant comment il a fait. Jeon explique avoir trouvé et brisé un cristal. Yuzan, stupéfaite, précise que ce cristal concentre toute la mana du cube. Un éveillé ordinaire ne pourrait ni le détecter ni le détruire. Que Jeon l'ait fait prouve que sa mana surpasse celle du cube. Pensive, elle conclut le test, promettant, au lendemain, de faire de lui le meilleur mage. « Es-tu prêt ?» demande-t-elle. Ailleurs, Kim Yoon-jun et la mère de Jeon discutent. Jeon est en retard, injoignable. Un véhicule luxueux approche, surprenant les deux femmes. Jeon en sort, à l'aise. Yoon-jun s'étonne. Pourquoi un tel véhicule? La mère,
inquiète, craint une mauvaise fréquentation. Sagi salue Jeon avant de partir. Yoonjun, suspicieuse, questionne Jeon. Un guerrier ne lui convient-il plus? Il confirme son choix de devenir mage, ayant envoyé une nouvelle candidature. Être guerrier est trop épuisant. Yoonjun ironise. Il y a 3 secondes, il disait que mage n'avait pas d'avenir. Pourquoi ce revirement? Jeon rétorque que les gens changent. Elle s'étonne, sachant qu'il voulait éviter à sa mère l'inquiétude d'un métier peu lucratif. Les guerriers, lents et à risque, sont moins prisés que les mages. Jeon, conscient, change de sujet, demandant ce qu'elle fait chez lui. Ses parents sont-ils en voyage d'affaires? Yoonjun acquiesce, invité par la mère de Jeon à dormir. Jeon taquine. Pourquoi préfère-t-elle leur modeste maison à son manoir? Il sait qu'elle est fille unique d'une famille influente, ses parents vendant des parties de monstres à l'international, la laissant souvent seule. La mère de Jeon, proche de sa famille, l'accueille fréquemment. Après avoir expliqué son choix, Jeon demande à Yoonjun de lui enseigner la théorie magique. Jeon demande si Yoonjun se contente de paroles. Elle rétorque qu'il doit d'abord écouter sa demande, puis décider. Hésitante, elle avoue ne pas savoir quoi exiger, agaçant Jeon. Après réflexion, elle propose un vœu. Il exaucera ce qu'elle voudra, mais il peut refuser. Jeon accepte, fixant un délai d'1 an. Si elle n'en profite pas, il ne fera rien. Yoonjun trouve cela injuste, mais acquiesce. Jeon pense qu'elle oubliera d'ici là. Curieux, il demande quel vœu elle envisage, taquinant son air sérieux qui, dit-il, l'enlaidit. Furieuse, Yoonjun rappelle qu'il l'a abandonnée lors de leur dernière rencontre et jure de se venger. Elle le frappe avec un oreiller. Jeon proteste, mais elle s'en moque. Alors qu'elle continue, la mère de Jeon les appelle pour dîner, amusée de leur complicité. Yoonjun, pas calmé, profite pour frapper encore. Jeon se défend, s'amusant, pensant que ce n'est pas si mal. Ailleurs, dans une donjon, des oiseaux monstrueux et une serpente géante affrontent un raideur. Sombre mais puissant, il triomphe aisément. Un autre raideur, l'appelant Seo, le félicite. Grâce à lui, la raid fut un succès, une des meilleures depuis longtemps. Seo remercie sobrement, retirant son épée du monstre. Le raideur suggère qu'ils rejoignent leur guilde, Scarlet, assurant que ce serait bénéfique. Seo décline, sans intention d'intégrer une guilde. Le raideur insiste, vantant les avantages de Scarlet. Seo, agacé, le fixe d'un regard noir. Le raideur persiste, mais Seo, exaspéré, l'entrave soudain avec des chaînes magiques, laissant son interlocuteur inquiet et déstabilisé par cette réaction.